Interprétation comme imitation, le bloc. Si le processus immanent aux œuvres d'art, dépassement du sens de tous les moments particuliers, constitue l'énigme, il l'atténue simultanément dès que l'œuvre n'est plus perçue comme quelque chose de fixe, et partant de vainement interprétée, mais est recréée dans sa propre constitution objective. Dans les exécutions qui ne tiennent pas compte de cela, c'est-à-dire qui n'interprètent pas, l'en soi des œuvres qu'un tel ascétisme prétend servir devient la proie du mutisme. Toute exécution non interprétative est absurde. Si certains types d'art, comme la pièce de théâtre et jusqu'à un certain degré la musique, demandent à être joués et interprétés afin de devenir ce qu'ils sont, règle que n'ignore pas l'habitué de la scène ou du podium, qui connaît la différence qualitative entre ce qui est exigé sur place et le texte, la partition, alors ces types d'œuvres ne font que rendre véritablement évident le comportement de toute œuvre d'art, même lorsqu'elle n'est pas exécutée, c'est-à-dire la répétition de leur propre comportement. Les œuvres d'art sont dans l'identité à soi-même libérée de l'identité forcée. La réflexion d'Aristote selon laquelle seul le même reconnaît le même, liquidé par la rationalité grandissante jusqu'à devenir une valeur limite, distingue la connaissance artistique de la connaissance conceptuelle. Ce qui est essentiellement mimétique est dans l'attente d'une attitude mimétique. Si les œuvres n'imitent rien d'autre qu'elles-mêmes, ne peut les comprendre que celui qui les imite. C'est ainsi, et non pas comme les indications données aux interprètes, qu'il faut comprendre les textes des pièces de théâtre et les partitions musicales, imitation figée des œuvres, semblables à elles et dans cette mesure constitutive, bien qu'entremêlée d'éléments signifiants. Il leur est indifférent en soi qu'elles soient exécutées ou non. Il importe en revanche que leur expérience idéalement intime et muette, les imite. Cette imitation fait ressortir le contexte signifiant à partir des signes des œuvres et le suit, comme elle suit les courbes dans lesquelles l'œuvre apparaît. Loi de l'imitation, les médiations divergentes trouvent leur unité, celle de l'art. Si chez Kant la connaissance discursive doit renoncer à la chose en soi, les œuvres d'art sont alors les objets dont la vérité ne peut être représentée autrement que comme celle de leur intériorité. L'imitation est la voie qui conduit à celle-ci. Le bloc. Les œuvres parlent à la manière des faits dans les contes. Tu veux l'absolu, tu l'auras, mais il te sera cependant inconnaissable. Le vrai de la connaissance discursive n'est pas voilé, mais elle ne le possède pas pour autant. L'art, lui aussi connaissance, le possède, mais comme quelque chose qui lui est incommensurable. Les œuvres d'art, par la liberté en elles du sujet, sont moins subjectives que la connaissance discursive. Kant, par une vision infaillible, les a placées sous ce concept de téléologie, dont il ne concédait pas l'usage positif à l'entendement. Cependant, le bloc, qui selon la doctrine kantienne ferme l'en soi aux hommes, l'imprime sous forme de figures énigmatiques dans les œuvres d'art, dans leur domaine spécifique, dans lequel ne doit plus exister aucune différence entre l'en soi et le pour nous. En tant que bloqués, les œuvres d'art sont précisément des images de l'être en soi, ce qui finalement survit dans le caractère énigmatique, dans lequel l'art s'oppose le plus franchement à l'existence évidente des objets de l'action. C'est leur énigme. L'art devient énigme parce qu'il apparaît comme s'il avait résolu l'énigme de l'existence, tandis que l'énigme avait été oubliée dans le pur étant, à cause de la violence croissante de son durcissement. Plus les hommes ont recouvert ce qui est autre que l'esprit objectif par le réseau des catégories, plus ils ont en profondeur perdu l'habitude de s'étonner de cet autre et par une familiarité croissante se sont frustrés de l'étrangeté. L'art s'efforce faiblement, en s'essoufflant rapidement, de corriger cela. Il étonne a priori les hommes, comme jadis Platon l'exigeait de la philosophie, qui prenait le parti inverse. Transcendance brisée, l'énigmatique des œuvres d'art est leur être séparé. Si la transcendance était présente en elles, elles seraient mystères, non pas énigmes. Elles sont énigmes car en tant que séparées, elles démentent ce que pourtant elles voudraient être. Ce n'est que dans un passé récent, dans les paraboles mutilées de Kafka, que cette idée a servi de thème artistique. Rétrospectivement, toutes les œuvres ressemblent à ces malheureuses allégories dans les cimetières, aux colonnes de vie brisées. Les œuvres d'art, même en aspirant à la perfection, sont décimées. Le fait que ce qu'elles signifient ne leur est pas essentiel apparaît en elles comme si leur signification était bloquée. L'analogie
avec la superstition astrologique qui repose sur un prétendu rapport, tout en rendant celui-ci impénétrable, s'impose avec trop d'insistance pour qu'on puisse s'en débarrasser aisément. La souillure de l'art, c'est son attache avec la superstition. L'art, de manière irrationnelle, en fait trop facilement sa supériorité. La multistratification dans laquelle il se complaît est le nom faussement positif qui désigne le caractère énigmatique. Il a toutefois dans l'art cet aspect anti-esthétique que Kafka dévoila d'une manière irrévocable. Par leur faillite devant leur propre moment de rationalité, les œuvres d'art menacent de retomber dans le mythe, d'où elles s'étaient arrachées d'une manière précaire. Toutefois, médiatisé dans son mouvement vers l'esprit, vers ce moment de rationalité, l'art fait en sorte qu'il élabore mimétiquement ses énigmes, de la même façon que l'esprit se forge une énigme. Sans seulement être maître de la solution, l'esprit de l'œuvre se manifeste dans le caractère énigmatique, non dans des intentions. Il est vrai que la praxis des artistes importants présente une affinité avec l'énigme. Le fait que, pendant des siècles, les compositeurs ont pris plaisir à utiliser les canons énigmatiques en témoigne. L'image énigmatique de l'art est la configuration de la mimésis et de la rationalité. Le caractère énigmatique est un jaillissement. L'art subsiste après la perte en lui de ce qui jadis était censé exercer une fonction magique puis cultuelle. Il perd son pourquoi, c'est-à-dire paradoxalement exprimer sa rationalité archaïque, et en fait un moment de son en-soi. Il devient ainsi énigmatique. S'il n'est plus là pour la fin à laquelle il donnait un sens, que peut-il être alors lui-même? Son caractère énigmatique le pousse à s'articuler d'une manière immanente, de cette sorte que, par la configuration de son absurdité emphatique, il acquiert un sens. Dans cette mesure, le caractère énigmatique ne constitue pas le point ultime des œuvres. Au contraire, toute œuvre authentique propose également la solution de son énigme insoluble. Dans l'instance suprême, ce n'est pas d'après leur composition que les œuvres d'art sont énigmatiques, mais d'après leur contenu de vérité. La question par laquelle toute œuvre se libère d'elle-même, de ce contenu qui la traverse et qui revient constamment. À quoi bon tout cela? Se change rapidement en celle-ci. Est-ce donc vrai? Question de l'absolu contre laquelle toute œuvre réagit en se débarrassant de la forme de la réponse discursive. La dernière information de la pensée discursive reste l'interdit, porté sur la réponse. En tant que résistance mimétique contre l'interdit, l'art cherche à fournir la réponse et cependant dépourvu de jugement, il ne la donne pas. Il devient par là énigmatique, comme la peur du monde primitif qui se modifie mais ne disparaît pas. L'art reste le sismographe de cela. De son énigme, il manque la clé, comme elle manque également pour les écrits de nombreux peuples disparus. La forme la plus extrême sous laquelle peut être pensé le caractère énigmatique, c'est de savoir si lui-même a un sens ou non, car aucune œuvre d'art n'existe sans son contexte, aussi changé soit-il en son contraire. Toutefois, par l'objectivité des œuvres, ce contexte prétend à l'objectivité du sens en soi. Cette exigence est non seulement inacceptable, mais l'expérience la contredit. Toute œuvre d'art présente un caractère énigmatique, différent, mais comme si cependant la réponse, comme celle du Sphinx, était toujours la même, encore que ce ne soit qu'au travers de la diversité, et non dans l'unité que l'énigme promet peut-être fallacieusement. Savoir si la promesse est une tromperie constitue l'énigme. Vers le contenu de vérité des œuvres d'art. Le contenu de vérité est la résolution objective de l'énigme de toute œuvre particulière. En exigeant la solution, l'énigme renvoie au contenu de vérité. Celui-ci ne peut être obtenu que par la réflexion philosophique. Ce dernier point, et aucun autre, justifie l'esthétique. Tandis qu'aucune œuvre ne se réduit ni à des déterminations rationalistes, ni à ce qui est jugé par elle. Tout s'adresse, cependant, à cause de l'indigence du caractère énigmatique, à la raison interprétative. Aucun message ne pourrait être extorqué d'Hamlet. Son contenu de vérité n'en est pas moindre pour autant. Que des grands artistes comme le Goethe des contes et Beckett dans une même mesure n'aient rien voulu avoir à faire avec des interprétations suffit à mettre en évidence la différence existant entre le contenu de vérité et la conscience ou la volonté de l'artiste, et même avec la force de sa conscience de soi. Les œuvres, surtout celles de la plus haute dignité, attendent leur interprétation. Qu'il n'y ait en elles rien à interpréter, et qu'elle soit simplement là, supprimerait la ligne de démarcation de l'art. Finalement, même les tapis, les ornements et tout ce qui n'a pas de figure concrète attend impatiemment d'être déchiffré.
Comprendre le contenu de vérité postule la critique. Rien n'est compris dont la vérité ou la fausseté ne pourrait être comprise, et ceci est l'affaire de la critique. Le déploiement historique des œuvres par la critique et le déploiement philosophique de leur contenu de vérité se trouvent en action réciproque. La théorie de l'art n'a pas à se situer au-delà de celle-ci, mais doit s'abandonner aux lois de son mouvement contre la conscience desquelles les œuvres se ferment hermétiquement. Les œuvres d'art sont énigmatiques en tant que physionomie d'un esprit objectif qui n'est jamais transparent à soi-même au moment de son apparition. L'absurde, la catégorie la plus réfractaire à l'interprétation, se trouve dans l'esprit à partir duquel il faut l'interpréter. En même temps, l'exigence d'interprétation des œuvres, l'exigence d'une élaboration de leur contenu de vérité, est le stigmate de leur insuffisance constitutive. Elles n'atteignent jamais ce qui est voulu objectivement en elles. La zone d'indétermination entre l'inaccessible et la réalité constitue leur énigme. Elles ont et n'ont pas le contenu de vérité. La science positive et la philosophie qui en dérivent ne l'atteignent pas. Le contenu de vérité n'est ni ce qui constitue la faillite des œuvres, ni leur fragile logicité, qu'elles-mêmes sont susceptibles de surprendre, de suspendre. Il n'est pas non plus, comme se plaît à le croire la grande philosophie traditionnelle, l'idée même, si celle-ci porte aussi loin que celle du tragique, du conflit du fini et de l'infini. Certes, une telle idée, dans sa construction philosophique, est-elle issue d'un pensée purement subjectif, mais elle reste, peu importe la manière dont on la retourne, extérieure aux œuvres d'art et abstraite. Même le concept emphatique et idéaliste de l'idée réduit les œuvres d'art au rang d'exemple de l'idée considérée comme l'immuable. Il s'introduit dans l'art, dans l'exacte mesure où il ne résiste pas à la critique philosophique. Le contenu n'est pas soluble dans l'idée, mais est au contraire une extrapolation de l'insoluble. Seul parmi les esthéticiens académiques, Friedrich Theodor Fischer semble avoir senti cela. Fischer. La réflexion la plus sommaire montre que le contenu de vérité coïncide bien peu avec l'idée subjective, avec l'intention de l'artiste. Il existe des œuvres d'art dans lesquelles l'artiste produisit d'une manière pure et exactement ce qu'il voulait, alors que le résultat se réduisait à n'être tout au plus que le signe de ce qu'il voulait dire, à n'être par là même qu'un appauvrissement sous forme d'allégorie codée. Celle-ci dépérit dès que les philosophes eurent à nouveau extrait d'elle ce que les artistes y avaient mis, jeu tautologique auquel se prêtent par exemple de nombreuses analyses musicales. La différence dans les œuvres d'art entre la vérité et l'intention devient commensurable à la conscience critique, lorsque l'intention elle-même s'applique au mensonge, c'est-à-dire le plus souvent à ces vérités éternelles dans lesquelles le mythe ne fait que se répéter. Le caractère inéluctable de celui-ci usurpe la vérité. D'innombrables œuvres souffrent de ce qu'elles se présentent comme un devenir en soi, un changement incessant, un progrès, et subsistent comme suite intemporelle de l'immuable. La critique technologique passe de telles cassures à celle du mensonge et adopte ainsi le parti du contenu de vérité. Beaucoup de choses attestent que dans les œuvres d'art, la fausseté métaphysique devient l'indice d'un échec technique. Aucune vérité des œuvres d'art sans négation déterminée. L'esthétique a le devoir aujourd'hui d'exposer celle-ci. Le contenu de vérité des œuvres n'est pas quelque chose qui s'identifie immédiatement. De même qu'on en prend conscience que médiatement, il est médiatisé en soi. Ce que l'élément factice transcende dans l'œuvre d'art, son contenu spirituel, ne peut être associé aux données sensibles particuliers, mais se constitue par celui-ci. C'est en cela que consiste le caractère médiatisé du contenu de vérité. Le contenu spirituel ne se situe pas au-delà de la facture. Les œuvres le transcendent, au contraire, par la factualité de leur facture et par la rigueur logique de leur structuration. Le souffle qui émane d'elles et qui est la chose la plus proche de leur contenu de vérité, à la fois effectif et non effectif, est fondamentalement différent de l'atmosphère qu'expriment les œuvres. Le processus de formation détruit plutôt celle-ci en faveur de ce souffle. Dans les œuvres d'art, objectivité et vérité vont de pair. Par leur souffle en soi-même, la respiration d'une musique est familière au compositeur. Les œuvres se rapprochent de la nature, non par son imitation au sortilège, par de laquelle appartient l'atmosphère. Plus les œuvres sont totalement formées, plus elles deviennent rebelles, à l'apparence organisée, et cette réticence est le phénomène négatif de leur vérité. Elle est opposée au moment fantasmagorique des œuvres. Les œuvres totalement organisées, péjorativement appelées formalistes, sont les plus réalistes dans la mesure où elles sont réalisées en soi et que seul leur contenu de vérité permet cette réalisation, réalise leur caractère spirituel au lieu simplement de le signifier.
Toutefois, le fait que les œuvres d'art se transcendent par leur réalisation ne garantit pas leur vérité. Beaucoup d'œuvres de grande classe sont vraies en tant qu'expression d'une conscience fausse en soi. Seule la critique transcendante peut en rendre compte, comme celle que Nietzsche fit de Wagner. Mais la tare de celle-ci ne réside pas seulement dans le fait qu'elle juge la chose au lieu de se mesurer à elle. Du contenu de vérité lui-même, elle garde une représentation bornée, le plus souvent philosophico-culturelle, sans prendre en considération le moment historique immanent à la vérité esthétique. Il n'y a pas lieu de conserver la séparation entre un vrai en soi et l'expression simplement adéquate d'une fausse conscience, car jusqu'à aujourd'hui, la conscience authentique n'existe pas et n'existe dans aucune qui autoriserait cette séparation, pour ainsi dire, d'une perspective lointaine. Cela s'appelle une représentation parfaite de la fausse conscience et même contenue de vérité. C'est la raison pour laquelle les œuvres d'art, en dehors de l'interprétation et de la critique, se déploient également par le salut. Celui-ci vise à la vérité de la fausse conscience dans l'apparition esthétique. Les grandes œuvres d'art ne peuvent pas mentir. Même lorsque leur contenu est apparence, ils possèdent nécessairement une vérité dont témoignent les œuvres. Seules les œuvres non réussies sont fausses. En répétant le sortilège de la réalité et en la sublimant en imago, l'art tend simultanément à s'en libérer.